Alors, le second exposé ce matin est de M. Cassegnot, qui va nous parler du professeur Pictet. Le professeur Pictet n'était pas polytechnicien, mais il s'est entouré de beaucoup de jeunes polytechniciens, notamment Dufour, et je vous passe la parole. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais vous inviter à présent à remonter dans le temps pour rejoindre Guillaume-Henri Dufour à l'aube de ses 20 ans, au moment où il entre à l'école polytechnique au mois de décembre 1807. Ce que je vais vous dire, ce n'est pas, puisque Dufour à ce moment-là est dans sa jeunesse, on ne va pas parler essentiellement de Dufour, mais de son maître, qui a été le professeur Pictet, et de toute l'ambiance et le contexte de l'école polytechnique. Alors à ce moment où nous sommes, en décembre 1807, la République de Genève, annexée, comme cela a déjà été dit, par le Directoire 10 ans plus tôt, est devenue le chef-lieu de l'éphémère département du Léman, faisant ainsi de ses habitants des citoyens français. Il n'est donc pas étonnant de trouver à cette époque un Genevois sur les bancs de la prestigieuse école. Ce que le jeune Dufour ignore, c'est qu'au même moment, un compatriote, celui que Madame de Staël appelait le premier citoyen de Genève, très lié mais différemment, nous allons le voir, à l'école polytechnique, se trouve retenu à Paris, dans l'attente du retour de l'empereur, donc Napoléon, de son entrevue avec le tsar Alexandre. Ce personnage, Marc-Auguste Pictet, de 35 ans, son aîné, donc de Dufour, a pour nom Marc-Auguste Pictet. Connu de toutes et de tous comme le professeur Pictet, il est hautement considéré dans les milieux scientifiques et journalistiques de l'Europe, et même au-delà, en Amérique, connu de Jefferson notamment, en Russie, en Égypte, en Inde, et même jusqu'à l'Australasie, qui était l'Australie naissante. En fait, Guillaume-Henri Dufour connaissait le professeur Pictet, dont il avait suivi les cours de physique, que l'on appelait des cours de philosophie naturelle à l'époque. Il dira dans ses mémoires que c'est grâce à lui et à, je cite ce que mon maître m'enseignait, qu'il prit goût à la science et aux techniques. J'aimais à dessiner les appareils dans mes cahiers, précise-t-il, qui en acquirent une certaine réputation, on me les empruntait pour les copier. Marc-Auguste Pictet, quant à lui, ne pouvait pas savoir que l'un de ses élèves genevois venait d'être admis à Polytechnique. Certes, il recevait sur les bords du Léman, parmi une foule cosmopolite de visiteurs, les examinateurs envoyés en province pour sélectionner les aspirants. En 1804, retenu à Paris par ses fonctions, j'y reviendrai, Marc-Auguste Pictet avait tenu à préparer le terrain pour son jeune collègue Jean-Baptiste Biot, tout en l'avertissant de, je cite, l'inconvénient de ce qu'il n'y aura pas un aspirant genevois parce qu'ils le redouteront. De retour à Genève l'année suivante, Biot bénéficiera des mêmes attentions. Nous avons ici depuis 2 jours, écrit Marc-Auguste dans son journal, Biot, Bonpland, Humboldt, De Candolle et 2 autres voyageurs. Nous les soignons tant que nous pouvons. Je les mène demain dîner à Copé, chez son amie Madame de Staël. Puis ils passeront la soirée chez moi. En 1806, ce sera le tour d'Hachette, le professeur de géométrie, et de Poisson, qui avait été son élève et qui était devenu professeur de mathématiques pour remplacer Fourier, donc à l'école polytechnique. Mais en 1807, Marc-Auguste avait dû passer tout l'été à Paris. Donc 1807, nous sommes au moment où Dufour entre à Polytechnique. Le tribunat, donc qui était l'organe législatif avec un peu hybride entre le corps législatif lui-même et le Sénat, auquel Bonaparte l'avait appelé 5 ans auparavant en remplacement de Benjamin Constant, venait d'être supprimé. Comme pour tous les autres tribuns, son sort dépendait des décisions de l'empereur. Et il valait mieux ne pas se trouver trop loin du pouvoir s'il voulait être à même, le cas échéant, d'infléchir une nouvelle nomination qui ne lui conviendrait pas. C'est ce qui survint lorsqu'il apprit que le ministre tenait à lui confier le rectorat de l'Académie de Strasbourg. Le Genevois sut plaider sa cause le 3 octobre,
Crété nouveau ministre de l'Intérieur, signa l'avis officiel du décret impérial nommant le professeur Pictet inspecteur général des études. Durant ces 2 années de scolarité, nous avons ici un portrait de Guillaume-Henri Dufour à l'âge de 29 ans, donc un petit peu plus tard que son temps passé à Polytechnique. Durant ces 2 années de scolarité à Polytechnique, même si la plupart de ses professeurs, en majorité trentenaires, Ampère, Biot, Poisson, Gay-Lussac, Thénard et répétiteurs, étaient des proches de Marc-Auguste, Dufour n'eut pas l'occasion de rencontrer son maître, car dans son couvent, comme Dufour appelait l'école polytechnique, il ne faisait de son propre aveu que travailler et dormir. C'est bien plus tard, lorsque le capitaine Dufour retournera à Genève après sa longue mission sur l'île de Corfou, qu'ils se retrouveront le vendredi 1er mars 1816 dans la salle de la Maison de Calabrie, qui était alors le siège de la Société des Arts, que vous connaissez sûrement pour les Genevois qui sont ici présents, qui se trouve actuellement dans le bâtiment de l'Athénée. Marc-Auguste est présent, puisqu'il en est le président. Il écoute attentivement la communication d'un monsieur Dufour genevois, capitaine du génie, qui a passé 4 ans à Corfou et en a dirigé les fortifications. Le rédacteur de la Bibliothèque universelle est séduit. J'ouvre une parenthèse. La Bibliothèque universelle était le nouveau nom donné à la Bibliothèque britannique, qui était le mensuel lancé en 1796-1796 par Marc-Auguste Pictet et son frère Charles, connu plutôt comme Charles Pictet de Rochemont du nom de son épouse, et de leur ami commun qui était le maire de Genève, qui deviendra maire de Genève, Maurice. Ils avaient lancé ce mensuel en 3 série Sciences et Arts, série Littérature et un peu plus tard série Agriculture, pour tous les mois faire connaître au monde francophone, qui en fait était pratiquement toute l'Europe, toutes les productions, les avancées littéraires, mais aussi surtout techniques de l'Angleterre et du Royaume-Uni. Elle va s'appeler Bibliothèque universelle, évidemment à la chute de l'Empire napoléonien, dont le rédacteur de la Bibliothèque universelle, puisque nous sommes en 1816, est séduit. Marc-Auguste écrit « Je l'ai happé, il figurera avec honneur ». Et effectivement, à partir de ce moment-là, Dufour écrira très souvent des articles dans la Bibliothèque universelle, notamment par rapport à ses activités à l'école militaire de Thun et sur les différents armements. Le jeune ingénieur a 28 ans, le savant physicien 63. C'est un petit peu l'inverse de ce que nous avons vu avant avec Napoléon III et Dufour. Une collaboration, voire une complicité que n'empêchera pas quelques divergences de vues, j'en dirai quelques mots plus tard, s'installe entre Marc-Auguste Pictet et le jeune capitaine. Elle offrira à la science et aux techniques d'utiles réalisations pour le bien public, à commencer, vous le savez certainement, par la construction du premier pont en câble de fer, en fil de fer, ouvert au public en Europe en 1822-1823. Par ailleurs, Marc-Auguste n'enseignait pas à Polytechnique. Durant ses longs séjours parisiens, il se rendait régulièrement sur la montagne Sainte-Geneviève. Mais sa destination était surtout l'Observatoire, et non pas l'ancien collège de Navarre, qui était alors le siège de l'école polytechnique. En 1808 et 1809, ses pas le conduisaient plus souvent à l'Institut de France, dont il était membre associé depuis 1802, ou à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, qui existe toujours, à peu près sous le même nom, et qui occupe actuellement, ce n'est pas forcément très connu, l'hôtel de l'industrie sur la place de Saint-Germain-des-Prés. Donc dans cette société, qui était alors installée dans l'hôtel de Boulogne rue du Bac, donc tout près d'ici, où il retrouvait une pléiade de collègues et d'amis. Il faut savoir que cette société avait été créée, était présidée par Chaptal, un contemporain de Marc-Auguste, qui était aussi un ami. Le secrétaire en était de Gérando, le baron de Gérando, qui jouera un rôle important, notamment dans la construction de l'Arc de Triomphe suggéré par Marc-Auguste, mais ça c'est un autre sujet. Et Marc-Auguste était membre du bureau. Et il
passionnait souvent les membres, qui étaient tous les savants de l'époque de la capitale, parce qu'il leur faisait des communications sur les instruments qu'il leur montrait qu'il venait de ramener à chaque séjour en Angleterre, où il allait très souvent pour essayer d'obtenir des documents, des contributions pour la bibliothèque universelle et avant bibliothèque britannique. Par ailleurs, son inclination naturelle, celle de Marc Auguste, l'éloignait de la domination que les mathématiques en particulier exerçaient alors sur l'école polytechnique. « Je prends mal au cœur », confie-t-il dans une lettre à Cuvier, qui était alors chancelier de l'université, « dans chaque lycée que j'inspecte, lorsque je vois des élèves bien grands, bien forts, qui savent à merveille faire jouer des X et des Y sur planche, sans connaître donc une seule des lois de la nature, rien de l'histoire du globe, rien de réel, rien de tangible, d'applicable, d'utile. Enfin, c'est pour l'utilité que nous sommes dans ce monde. » C'était sa vision que partageait et qu'il partageait avec Bonaparte, Napoléon, comme ils en ont discuté à plusieurs reprises, soit à Genève où est passé Bonaparte, soit après avec Bonaparte devenu l'empereur. Une autre prévention du professeur Pictet envers l'école polytechnique était le caractère militaire, introduit par Napoléon en 1804. Il faut ici citer la profession de foi exprimée dans le cahier de la Bibliothèque universelle, le cahier du mois d'avril 1820, à propos du chapitre dans lequel Guillaume-Henri Dufour met en scène une attaque de fortification et la victoire des assiégés. Et Marc-Auguste écrit, je le cite parce qu'il y a un écho avec ce qui se passe à l'heure actuelle en Europe, « À la lecture de ce tableau, donc décrit par Dufour, animé et poétique d'un beau fait d'armes, on ne peut se défendre d'une triste réflexion. C'est que ce développement de toute l'énergie dont l'homme est capable a pour but avoué la destruction réciproque des individus, et que son dernier résultat est un plus ou moins vaste cimetière, une somme de souffrances, un hôpital et quelques pages bientôt absorbées dans l'océan de l'histoire. C'est un feu d'artifice qui éblouit quelques instants et dont il ne reste que cette fumée qu'on appelle gloire. Tandis que si la constitution sociale était telle que la même énergie, la même puissance et les mêmes moyens d'action fussent dirigés vers un but utile et productif, par exemple à ouvrir des routes, des canaux, des mines, à perfectionner les arts libéraux et mécaniques, à propager au loin tous les avantages de la civilisation, alors la malheureuse race humaine, au lieu de s'entredétruire ou de se comprimer de peuple à peuple, comme elle le fait depuis si longtemps, marcherait tout entière par une impulsion d'instinct et commune vers les améliorations de tout genre qui tendraient à accroître la somme des jouissances individuelles, c'est-à-dire le bonheur national. À cette époque-là, on voit que le professeur Pictet, donc Marc-Auguste, avait des idées qui différaient un petit peu de l'enthousiasme du jeune Dufour. Et avec son brin d'humour, parce qu'il n'en manquait pas, habituel, Marc-Auguste Pictet ajoute « Cette maladie de l'espèce humaine, donc la guerre, disparaîtrait probablement tout à fait à la suite de tels sublimes artifices au moyen duquel on pourrait faire sauter en l'air au même instant deux armées en présence, sans que du général au dernier tambour, aucun individu pût en réchapper. On est sur la route dans les combats en mer », il fait allusion aux nouvelles fusées que venait d'inventer le Sir Congreve britannique, on n'est pas aussi avancé sur Terre. Cette double défiance par le professeur Pictet de reconnaître les mérites de l'institution, donc de l'école polytechnique, surtout ceux de ses enseignants, professeurs et assistants, lesquels, pour la plupart, surtout parmi la jeune génération, voyaient en lui un maître. Dans ce que je dis, cette double défiance n'empêchait pas le professeur Pictet de reconnaître les mérites de l'école polytechnique. Et parmi la jeune génération des polytechniciens et aussi qui étaient là pour la plupart, on va le voir, des assistants ou des tout jeunes professeurs, voyaient en lui un maître et parfois même un mentor. Il y avait plusieurs motifs à cela, au premier rang desquels se trouvait sa réputation de savant et de pédagogue. Il suffit de citer l'appréciation de Joseph Fourier, qui était alors professeur à l'école polytechnique. « Je regarde les expériences de M. Pictet comme fondamentales parce qu'elles ont orienté les vues des physiciens vers une sorte de phénomène
que l'on avait à peine perçu, l'utilisation qu'il fit du thermomètre à air, l'expérience particulière de la réflexion du froid et la théorie élaborée sur ce sujet ont créé une nouvelle branche de la physique. Ou bien la vie du géographe allemand Karl Ritter, comme il n'est pas un savant moderne que Pictet n'ait lui-même visité, comme il a assisté à toutes les expériences mémorables des physiciens français, anglais et italiens, il était à même de répandre tant de vie dans ses leçons qu'on croyait assister soi-même à tout et se sentait entraîné par sa verve irrésistible. Qualité qu'Alexandre de Humboldt résumait ainsi « Je ne parle jamais de physicien sans ajouter que mon choix est fixé et que je ne reconnais que M. Pictet pour la sagacité de la recherche et pour l'élégance de l'énonciation. » Vous avez ici l'affiche de l'exposition récente organisée au Musée d'Histoire des Sciences de Genève, qui a été créée d'ailleurs sur la base du cabinet de physique de Marc-Auguste Pictet, et qui s'appelle donc Pictet et le théâtre des expériences, et qui a été particulièrement intéressant. L'autre motif de l'intérêt que portaient ces jeunes collègues de Polytechnique était sa qualité de rédacteur de la bibliothèque donc britannique, devenue universelle sitôt après la chute de l'Empire napoléonien et, comme je l'ai dit, dans laquelle Dufour, avec laquelle a collaboré un peu plus tard. Durant le Consulat et l'Empire, le mensuel Genevois faisait autorité en France et en Europe. Malgré son anglophilie affirmée, il ne fut jamais censuré. Donc Marc-Auguste pouvait voyager et au moment du blocus, il avait assez d'amis et de correspondants, notamment le docteur Marcet à Londres, qui arrivaient à faire passer des écrits et des articles, des informations, et qui arrivaient ensuite jusqu'à Genève pour être publiés. Il faut dire qu'il bénéficiait, donc le mensuel, et donc Marc-Auguste d'une certaine façon, des plus hautes protections, à commencer par celle de Napoléon, qui était lui-même un abonné. Son ministre de l'Intérieur, Champagny, avait souscrit 8 abonnements pour ses différents services. Talleyrand lui-même, lors d'un dîner chez Fabre de l'Aude, qui était le président du tribunat, Talleyrand avait confié à Marc-Auguste, en prenant le café, « Vous vous appliquez chaque mois à communiquer les riches enseignements des livres d'outre-Manche à vos lecteurs, au premier rang desquels j'ai l'honneur de me compter. » Et pour l'anecdote, j'ajouterai que c'est Marc-Auguste qui a fait connaître à Talleyrand l'inscription de la pierre de Rosette. Il lui en a parlé à Talleyrand, il a dit « Mais je ne connais pas cette inscription, c'est intéressant, mais est-ce que vous arriveriez à m'obtenir un... » Il a dit « Oui, je vais essayer. » Et Talleyrand savait très bien, et il fermait les yeux sur les communications qui existaient avec l'Angleterre. Et Talleyrand ira même jusqu'à déclarer à son frère Charles Pictet de Rochemont au Congrès de Vienne, au point où vous aviez l'opinion pour vous et pour la bibliothèque, le mensuel genevois, c'eût été un coup d'État que de vous supprimer. Vous avez ici une photographie justement d'un des cahiers, donc Sciences et Arts, de 1808. Un troisième motif mérite une mention spéciale. C'est celui du caractère particulièrement amène de Marc-Auguste, qui attirait le respect, souvent la sympathie, voire l'admiration de ses jeunes collègues, comme ce fut le cas d'Humboldt, de Biot, de Gay-Lussac, ou encore de Thénard, qui lui écrit le 28 août 1809 « Permettez-moi de saisir cette occasion pour vous témoigner toute l'estime que j'ai pour votre personne et que partagent avec moi tous ceux qui ont l'honneur de vous connaître. » La réputation du professeur Pictet s'étend alors à toute l'Europe savante. Le 26 mai 1805, le jeune physicien danois Hans Christian Ørsted cherche à entrer en contact avec lui et il écrit « Les découvertes importantes dont vous avez enrichi la physique, lit-on dans une lettre remise à Marc-Auguste par l'intermédiaire de son ami célèbre à l'époque Frédéric Abrun, l'esprit sage qui règne dans vos écrits, et l'intérêt impartial que vous prenez en tout ce qui pourra accélérer le progrès des sciences m'ont depuis longtemps fait désirer d'établir quelques communications littéraires avec vous. J'aurais encore hésité longtemps si je n'avais eu le bonheur de faire la connaissance de la dame illustre qui a bien voulu se charger de nous faire parvenir cette lettre. Elle m'a tant parlé de vous et de votre candeur, elle m'a si bien fait voir les avantages d'une liaison
entre les savants de votre pays et ceux du mien que j'ai oublié toute autre considération. La prévenante attention du professeur Pictet envers ses jeunes collègues, en particulier donc de l'école polytechnique, se manifestait aussi en leur ouvrant les portes des cercles et des sociétés parisiennes, où se côtoyait l'élite intellectuelle de la capitale de l'Empire, notamment dans les salons féminins, qu'aimait beaucoup Marc-Auguste, soit de Madame Lavoisier, de Madame Suard ou de Madame Gauthier de Lesserre. Le 28 novembre 1809, donc c'est l'année où Dufour termine ses études à Polytechnique, cette dernière écrit à Marc-Auguste « On a parlé de vous avec Humboldt. Il nous a amené à dîner un certain monsieur Arago, qui est un homme aimable et bien jeune pour les grandes aventures qu'il a connues. Ils passent l'un et l'autre leurs jours et leurs nuits à l'observatoire. » Un autre trait de caractère qui ne pouvait que séduire ses jeunes protégés était la fantastique énergie dont il faisait preuve à tout moment et que résume le mot de son grand ami de cœur et d'esprit, Pierre-Samuel Dupont de Nemours. « Ma jeunesse, écrit ce dernier, a besoin de courir à bride abattue, ce qu'il n'est permis de faire qu'avec des gaillards comme vous. » Les motifs que je viens d'exposer expliquent les liens qui tissèrent autour du professeur Pictet ce que nous pourrions appeler son cercle genevois des jeunes polytechniciens, tous ses membres ayant rendu visite au moins une fois à leur parrain et mentor sur les bords du Léman. Donc, pour une raison ou pour une autre, ils sont tous passés rapidement ou pour quelques séjours à Genève. Il n'est pas possible de détailler ici les rapports scientifiques et personnels qui ont attaché ce dernier à chacun de ces jeunes savants. Vous voyez sur cette image, je dirais, ce cercle, c'est un cercle fictif, virtuel, mais qui illustre tout à fait le réseau auquel n'appartenait pas Dufour, puisqu'il était, lui, un simple élève dans l'école, mais qui avait tous ces personnages, surtout ceux, je vais donner les noms, qui se trouvent en haut, qui étaient soit répétiteurs, soit professeurs. Vous avez donc, dans le sens du mouvement des aiguilles d'une montre, en commençant par le haut à gauche, Malus, qui est presque tous mathématiciens au passage, Humboldt, qui lui n'était pas polytechnicien, mais vous le verrez après, qui avait un lien très étroit avec. Ensuite, vous avez Gay-Lussac et Biot dans leur fameuse ascension en ballon, en montgolfière. Vous avez ensuite Thénard, vous avez ensuite Poisson, et vous avez Ampère ici à gauche. Et puis vous avez en bas les trois plus jeunes, la nouvelle génération des polytechniciens, avec, en partant à nouveau de la gauche, Arago, Fresnel et Dupin, ingénieur, dont je dirai un mot plus tard, et au milieu, une image de Marc-Auguste Pictet à sa table de travail. Donc je disais qu'il n'est pas possible, évidemment, de parler en détail des relations de chacun avec Marc-Auguste ou entre eux. Je donnerai juste quelques exemples. Si tous ces personnages étaient liés d'une façon, pour la plupart directe ou indirecte, comme Humboldt à l'école polytechnique, leurs interactions avaient pour cadre des lieux différents, essentiellement l'Institut, l'Observatoire et celle que j'ai déjà mentionnée, la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, sans oublier Genève, qui était évidemment le passage obligé alors de tout savant, confirmé ou en devenir. Une anecdote astronomique marque le point de départ de la formation de ce cercle virtuel. Le lundi 23 janvier 1804, Marc-Auguste Pictet est invité à un dîner surprise chez Jean-Baptiste Biot. Au dessert, son hôte lui offre un plat de châtaigne avec, dans le panier, au milieu, un gros caillou noir sur lequel est inscrit une légende en grosses lettres, Pictet aérolite. Un hommage en forme de clin d'œil du jeune physicien à l'audacieux professeur. En effet, le 22 juillet précédent, Biot lui avait écrit « C'est vous qui, le premier à l'Institut national, avez élevé cette grande question des masses météoritiques. Et depuis, vous n'avez cessé de recueillir les faits ou les conjectures qui pouvaient servir à le décider. »
Marc-Auguste a présenté le 23 juin 1802, il avait osé présenter devant ses confrères de la première classe de l'Institut, défendre la théorie, ou présenter, puisqu'elle n'était pas développée, et l'Institut était tout à fait incrédule, l'origine céleste des météores, ce que l'on appelle des météorites. Il se basait sur des travaux que venait de publié le chimiste anglais Chladni, mais tout le monde avait ri à ce moment-là. Et Biot lui dit 2 ans plus tard « Je reconnais que c'est vous qui avez raison ». Et il ajoute une phrase que j'aime beaucoup « Si la justice me fait un devoir de vous rendre cet hommage, l'amitié m'en fait un plaisir ». Et on voit la relation vraiment de maître à élève et plutôt de mentor avec Biot en l'occurrence et les autres personnages qui sont sur cette image. La correspondance de Marc-Auguste Pictet montre que ce sentiment d'amitié était vraiment partagé, certes à des degrés différents suivant le caractère de chacun, par les autres jeunes savants, tous enseignants, comme je l'ai dit, et qui se trouvent, que vous voyez ici sur cette image. À l'exception du botaniste genevois Augustin Pyramus de Candolle, qui se trouvait aussi, qui participait de cette équipe, on va le voir un peu plus loin, et surtout de celui qui lui vouait une admiration sans borne, Alexandre de Humboldt. « Quelle jouissance pour moi de vous revoir !» s'exclame-t-il dans un billet de 1808. Vous connaissez les sentiments de reconnaissance et d'admiration qui me lient à vous à jamais. Omniprésent dans la vie scientifique, littéraire, sociale et parisienne de Marc-Auguste, le jeune Prussien revenait à ce moment-là de son périple sud-américain. Il devait en fait servir de catalyseur des relations entre les différents personnages mentionnés. Comme je l'ai dit, il n'était pas polytechnicien, mais il était, vous allez le voir, tout à fait en lien avec eux, et c'est lui qui a servi vraiment de lien. En février 1808, alors que Guillaume-Henri Dufour donc, vit ses premiers mois d'études polytechniciennes, peut-être se sont-ils croisés, Humboldt et Dufour, dans les couloirs de Polytechnique, c'est fort probable. Humboldt écrit à son mentor « Je passe ma vie à l'école polytechnique et aux Tuileries. Je travaille à l'école, j'y couche, j'y suis toutes les nuits, tous les matins. » Donc vous voyez que tout en n'étant pas élève ou professeur à Polytechnique, il y était en permanence. « J'habite la même chambre avec Gay-Lussac. C'est mon meilleur ami et dont le commerce me rend tous les jours meilleur et plus actif. Nous nous stimulons mutuellement. » Ceci est un extrait de lettre qui se trouve dans la correspondance de Marc-Auguste Pictet, qui a été conservée heureusement à sa mort et qui est conservée par la famille. C'est pour cela que je suis ici aujourd'hui devant vous. 3 mois plus tard, le 26 mai, alors que Marc-Auguste vient d'être nommé inspecteur général des études, il est de retour à Genève, et Humboldt lui écrit « Tous vos amis vous attendent ici, à Paris, comme le Messie. Je vis toujours entre la soude et la potasse, entre Thénard et Gay-Lussac. Aussi l'ammoniaque, M. Berthollet, donc qui était un des patrons, le patron à ce moment-là à Polytechnique, nous visite quelquefois. Nous nous croyons tous hydrogénés. Nous vivons toujours fraternellement en ce que vous appelez notre camp volant. » Donc vous voyez les liens qui existaient et les rapports entre Marc-Auguste Pictet et les jeunes générations de professeurs de Polytechnique. Le 21 septembre, l'ancien tribun, puisqu'il était promu inspecteur général de l'université impériale. Une première tournée d'inspection le conduit dans 17 départements de l'Est de l'Empire jusqu'en Rhénanie-Westphalie. À la mi-mai 1809, donc encore une fois au moment où Dufour termine ses études à Polytechnique, il revient à Paris où le grand maître de l'université, Fontane, lui confie la charge, assisté par Biot et Gay-Lussac, de juger les compositions de physique des 4 lycées de Paris. Vous avez ici l'original, un scan de l'original de la lettre de nomination, où vous voyez donc que le grand maître de l'université impériale décide ce qui suit, que messieurs Pictet, inspecteur général de l'université, Biot et Gay-Lussac, professeur de la faculté des sciences de Paris, composent donc le jury qui va examiner pour la physique les 4 lycées. Et on est bien loin, je crois maintenant, il y a plus que 4 lycées, n'est-ce pas, à Paris. Si l'Institut permettait à Marc-Auguste de retrouver régulièrement ses jeunes collègues, puisque l'équipe que je vous ai montrée avant était aussi très liée
à l'Institut, surtout à la première classe consacrée aux sciences, c'est surtout à Arcueil qu'il pouvait les côtoyer plus directement et dans une ambiance autrement plus chaleureuse. Dans cette commune proche de la capitale, où il s'était installé à son retour d'Égypte, Berthollet avait créé ce qu'il appelait sa société de jeunes savants favorables à la statique chimique. On retrouve toujours les mêmes. L'atmosphère active et vivifiante de cette société, comme l'a qualifié Marc-Auguste, favorisait les contacts, les discussions et permettait également de s'enquérir des réalisations et des talents à promouvoir. Marc-Auguste Pictet y retrouvait lors des dîners du dimanche les membres fixes, dont ceux formant son cercle genevois, Biot, Candolle, Gay-Lussac, Humboldt, Arago, Malus, Thénard, Poisson. Il y avait aussi parfois des invités. Marc-Auguste y introduira le jeune chimiste suédois Jacob Berzelius en novembre 1810. Par ailleurs, le professeur genevois ne manquait jamais une occasion d'animer cette stimulante société. Par exemple, le dimanche 23 mai 1802, après le déjeuner chez Laplace, astronome, voisin de Berthollet, il sortit sur la terrasse du Belvédère à Arcueil pour prendre des angles au moyen de son snuffbox ou rapporteur à branche ramené de son dernier voyage en Angleterre. Prony, futur ingénieur, l'accompagna aussitôt, rejoint par les autres convives curieux de voir fonctionner le petit appareil de leurs collègues. Par exemple, il avait ramené aussi pas mal d'instruments, dont un étalon du yard, donc l'étalon de la mesure anglaise. Il l'a présenté à l'Institut et l'Institut a nommé une commission avec Marc-Auguste pour le comparer au maître. C'est la première comparaison qui a pu être faite, et cet étalon du yard est toujours conservé au musée d'histoire des sciences à Genève. La période des études du jeune Dufour à Polytechnique, on le voit, fut un moment privilégié pendant lequel le professeur Pictet put exercer ce que l'historien des sciences Jean Dombre appelle le maternage. Je dirais plutôt, dans le cas de notre savant genevois, le parrainage des futures élites scientifiques françaises et plus largement européennes. Il n'était certes pas le seul dans ce cas. À l'époque, chaque maître de mon temps à l'université, on parlait des mandarins, mais chacun avait ses protégés, disons. C'était un peu le cas aussi de Marc-Auguste, mais peu de maîtres eurent parmi les jeunes générations de savants une telle aura, empreinte d'admiration et de respect mutuel, comme l'eut Marc-Auguste Pictet. Au cours des années qui suivirent la chute de l'Empire français, les relations entre les membres de ce cercle que j'appelle genevois se poursuivirent, tout en subissant quelques brèves périodes de tension, provoquées essentiellement par des disputes scientifiques ou des égos mal placés. Il faut dire que parmi les jeunes, notamment Gay-Lussac, Thénard, etc., se faisaient un peu, disons, des illusions sur leur capacité, leur place dans la société savante, et ce qui entraînait parfois des frictions, des jalousies assez marquées. Marc-Auguste n'en continua pas moins de prodiguer son soutien aux nouveaux talents qu'il décelait dans les milieux scientifiques et techniques. Il épaula les carrières des plus jeunes polytechniciens, comme il épaula, mais il était déjà, il était encore un peu jeune, mais Dufour, jusqu'à son décès en 1825. Donc il épaula les carrières des plus jeunes polytechniciens, notamment Arago, Fresnel et Dupin, vous avez vu les trois dans l'image précédente. Et c'est à propos de l'ouvrage que ce dernier, Dupin, consacra en 1819 à Gaspard Monge, fondateur donc de l'école, que le rédacteur de la Bibliothèque universelle écrivit « Voici encore un vigoureux athlète qui se distingue dans la vaste et utile carrière d'application des hautes sciences à ses arts, qui embellissent et adoucissent la vie et avancent la civilisation. » Dupin se présente dans la vie revêtu d'armes fournies par le riche arsenal si justement appelé Polytechnique, l'école célèbre dont Monge fut le fondateur et l'un des professeurs les plus habiles. Dupin était ingénieur du génie maritime, un spécialiste des arsenaux, par ailleurs un grand mathématicien, ami de Malus, vous vous souvenez, le premier personnage sur la gauche. Et Charles Dupin venait de recevoir la mission de délivrer, je cite, « un enseignement public et gratuit pour l'application des sciences aux arts industriels,
ce qui ne pouvait que plaire et satisfaire et réjouir le professeur Pictet. Je vous remercie.